Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Larry Johnson, un ancien analyste de la CIA, pour discuter de la guerre qui a été lancée contre l'Iran. Merci d'être avec nous. En tant qu'analyste, à quel point pensez-vous que les renseignements de Trump sur l'Iran sont solides en ce qui concerne les capacités de l'Iran, la manière dont il se prépare à utiliser ses capacités et, je suppose, les chances de succès dans cette guerre? Est-ce l'une de ces deux choses? It's one of two things. Either the CIA lied to Trump. Soit la CIA a menti à Trump au sujet des capacités de l'Iran et Trump l'a cru, soit il est possible que la CIA ait en réalité dit la vérité à Trump et qu'il l'ait ignoré. Malheureusement, je n'ai pas accès au briefing réel actuel. Je noterai qu'une source principale du renseignement humain américain provient d'Israël, par ce qu'on appelle les rapports de liaison. L'une de mes conclusions se fonde sur un article récent de Seymour Hersh concernant l'Iran. Je veux dire, c'était truffé d'absurdités, mais il rapportait fidèlement ce qu'on lui disait. L'une des choses qu'on lui a dites, c'est que la capacité de missiles balistiques de l'Iran avait été pratiquement anéantie. Et là, je me dis, absolument pas. J'ai toujours soutenu que la capacité de missiles balistiques de l'Iran dépasse actuellement les 10 000 missiles. Vous savez, ils en ont eu 18 variétés différentes. Et ce sont, vous savez, des abris souterrains. Ce sont des lanceurs mobiles. Les lanceurs mobiles sont très très difficiles à localiser et à détruire. Les unités de stockage sont bien en dessous du sol. Donc, les États-Unis n'ont pas utilisé le type de bombe anti-bunkers qui serait nécessaire pour tenter de sceller ces tunnels. D'après ce que je comprends, il n'y a pas qu'un seul point d'entrée et de sortie. Il y en a plusieurs. Les États-Unis ont donc mal évalué la réaction de l'Iran. Une partie de l'impression, ou de la conviction, américaine, était qu'il existait une mer de désaccord latent avec l'ayatollah, que 80% de la population s'opposait au régime islamique et qu'il suffisait de lui donner une légère impulsion pour que le régime s'effondre. Eh bien, nous avons négligé de tirer la leçon que certains d'entre nous avaient apprise après les attentats du 11 septembre. Ceci était perçu comme une attaque extérieure, une attaque surprise, une attaque illégale, et ils ont uni le peuple américain, du moins temporairement. Les différences partisanes ont largement disparu pendant un certain temps. Et puis, vous savez, George W. Bush a gâché cette occasion en déclenchant une guerre contre l'Irak. Ce qui s'est passé maintenant en Iran, c'est que la population s'est unifiée d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis les attaques de juin dernier. C'est un autre domaine de mauvaise évaluation. Un troisième domaine de mauvaise évaluation a été la croyance que les États-Unis pourraient rapidement éliminer la menace iranienne et exercer une pression militaire qui forcerait l'Iran à se rendre, du genre « Oh, s'il vous plaît, arrêtez, nous abandonnons ». Ils n'ont pas prêté attention à ce que l'Iran a fait avec l'Irak. Vous savez, l'Irak a attaqué l'Iran en 1980, une guerre de 9-10 ans, qui a fait des centaines de milliers de morts iraniens. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à se battre jusqu'à ce qu'un accord négocié soit conclu. C'est exactement ce qu'ils vont refaire cette fois-ci. Sauf que maintenant, ils disposent d'un levier de pression considérable. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Bonne chance pour essayer de le rouvrir. Nous avons déjà vu les limites de la puissance navale américaine. Ils ont des navires coincés dans le golfe Persique qui ne peuvent pas en sortir, et leur principal port à Bahreïn a été détruit ou gravement endommagé. Donc, en ce moment, l'Iran contrôle, ou plutôt retient, environ 21% du pétrole mondial. Et cela va avoir des répercussions économiques. La Chine, je pense, avait vraiment anticipé cela. Ils ont acheté d'importantes réserves de pétrole au cours du dernier mois.
Mais je ne pense toujours pas que quiconque s'attendait à ce que les États-Unis et Israël soient assez fous pour déclencher cette guerre, alors que l'Iran dispose d'un important stock de missiles balistiques et de drones. Et vous savez, ils se battent dans leur propre arrière-cour. Les États-Unis, eux, doivent compter sur des bases étrangères, et lorsqu'ils stationnent ces avions en Arabie Saoudite ou en Jordanie, ils sont assez vulnérables. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Au cours des 20 dernières, enfin vous savez, ça dure depuis environ 12 heures. Je veux dire, réfléchissez à ça. Ce n'est pas comme si une semaine entière s'était déjà écoulée. Et en ces 12 heures, l'Iran a infligé des dégâts considérables à la présence militaire américaine dans le Golfe Persique, au point qu'à présent l'Arabie Saoudite déclare la guerre. La Syrie déclare la guerre. C'est vraiment fort. Ce soi-disant terroriste et meurtrier, Al-Shada, qui est maintenant habillé en costume Brooks Brothers, je veux dire, il a littéralement tué des civils, leur a tranché la tête, dénonce l'agression de l'Iran. En réalité, il n'est rien d'autre qu'un autre pion de l'Occident. Mais ça a été une sacrée première journée, comme vous l'avez dit. Les attaques ont commencé tôt ce matin, et bien sûr, l'Iran a été durement touché. Mais l'Iran riposte aussi de manière massive. Il y a eu des frappes en Jordanie, au Koweït, aux Émirats arabes unis, au Qatar. Bahreïn a été beaucoup touché, surtout ce soir, ainsi qu'en Israël. Ils ont fermé, comme vous l'avez mentionné, le détroit d'Ormuz. Encore une fois, il est trop tôt pour le dire. Mais comment voyez-vous l'évolution de la guerre jusqu'à présent? Je veux dire, juste comme résumé de cette première journée. Eh bien, cela va se passer comme en juin. L'Iran continuera de tirer des missiles et des drones. Ils utiliseront d'abord les modèles plus anciens, les moins efficaces, pour épuiser les systèmes de défense aérienne israéliens et américains. Car la vulnérabilité commune à Israël et aux États-Unis, c'est que pour des systèmes comme le dôme de fer, la batterie de missiles Patriot ou le Ta'ad, il faut tirer au moins 2 missiles pour abattre un missile entrant, voire un simple drone. Le problème, c'est qu'ils n'en produisent qu'environ 800 par an. J'ai entendu dire 700, mais disons 800. Donc s'ils en tirent 2 pour chaque missile entrant, une fois que l'Iran aura lancé 400 missiles et drones, ce dont il est tout à fait capable, ils auront épuisé la production annuelle de missiles Patriot ou Ta'ad. Il y en a encore moins. Je pense qu'ils ne produisent qu'environ 150 Ta'ad en moyenne. Donc, pour les États-Unis et Israël, si cela se prolonge au-delà de cette semaine, et la seule chose qui pourrait empêcher que cela dure plus longtemps serait qu'Israël et les États-Unis se rendent en disant « D'accord, nous abandonnons, arrêtons la guerre, nous subissons trop de pertes », eh bien cela n'arrivera pas. La guerre va donc continuer. Les réserves, les stocks des États-Unis et d'Israël seront épuisés, et cela se transformera en guerre d'usure. À ce moment-là, Trump devra soit s'y tenir, soit rompre sa promesse. Pas de nouvelles guerres, pas de guerre sans fin au Moyen-Orient. Ou bien il va devoir trouver un moyen de, je cite, « déclarer la victoire et se retirer », ce qui laissera Israël complètement exposé. Et à juste titre. Donc vous savez, il y a une possibilité d'un règlement négocié, mais encore une fois, c'est l'Iran qui va dicter les conditions. Les conditions de l'Iran seront que toutes les sanctions doivent être levées. Levez les sanctions, et alors nous aurons quelque chose dont nous pourrons discuter. Mais, vous savez, fermer le détroit d'Ormuz est un coup de force. Ils n'ont pas attendu 10 heures pour le faire, ils l'ont immédiatement déclaré fermé. Oui, j'ai été un peu surpris par la rapidité avec laquelle cela a été fait. Je veux dire, nous avions entendu de la part des Iraniens que c'est ainsi qu'ils réagiraient en cas d'attaque.
Donc, en ce qui concerne les frappes sur toutes les bases américaines de la région et la fermeture du détroit d'Ormuz, eh bien, c'est exactement ce qu'ils avaient annoncé. Je suppose donc que nous ne devrions pas être trop surpris. Jusqu'où l'escalade peut-elle aller à partir de maintenant, des deux côtés? Que chercheraient les Iraniens? Pourraient-ils commencer à viser la marine américaine ou est-ce trop éloigné? Et qu'en est-il des cibles économiques, comme les raffineries de pétrole en Arabie Saoudite et ailleurs? Ou bien attendraient-ils avant de viser ces cibles, selon la manière dont les États du Golfe réagiront aux attaques? Si les États-Unis et Israël attaquent les terminaux pétroliers en Iran, l'Iran détruira les terminaux pétroliers en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn, tous. Ils n'attendront pas, car ils ne vont pas vous laisser détruire les leurs, tout en laissant les autres intacts, ce qui vous avantagerait. Oh non, non, non. Les États-Unis ont en réalité une capacité limitée à intensifier le conflit sans créer un risque plus grand. En ce moment, ils ont 2 porte-avions sur place. L'un d'eux, le Gerald Ford, aurait déjà dû rentrer à son port d'attache depuis longtemps. Et ils ont de sérieux problèmes de morale à bord, en plus des problèmes d'égout qu'ils ont connus. Leur rôle, pour l'instant, est essentiellement défensif. Le plus vulnérable potentiellement est le Stade Abraham Lincoln, qui se trouve dans la mer d'Arabie. Je ne connais pas son emplacement exact, mais il y a des rapports selon lesquels l'Iran l'aurait déjà pris pour cible avec des missiles. Ce qui est curieux, c'est que nous en sommes à environ 12 ou 13 heures, et il y a sûrement eu des pertes américaines. Mais l'administration Trump essaye de les dissimuler. Je suis également surpris qu'ils aient décidé de franchir cette étape, car il semble très peu probable qu'elle réussisse, étant donné à quel point le champ de bataille est confus. Tant de variables échappent à leur contrôle. Mais selon toi, quelle sera la prochaine étape des États-Unis? Je ne pense pas que c'était ce qu'ils avaient prévu. Évidemment, beaucoup de missiles iraniens semblent avoir traversé avec une certaine facilité. J'ai vu des vidéos publiées en ligne montrant des missiles patriotes tirant dans toutes les directions, dans le vide, manquant leur cible. Donc quelque chose ne se passe pas comme prévu. Que reste-t-il alors aux États-Unis? Si cela s'avère être un véritable échec, que peuvent faire les États-Unis? Il n'y a pas beaucoup de voies pour une escalade, mais ils ne peuvent pas simplement capituler non plus. Eh bien, oui, je veux dire, il va falloir trouver un moyen de déclarer la victoire et de partir. Alors prenons un peu de recul et demandons-nous, les États-Unis ont-ils la capacité industrielle de commencer à produire en masse des missiles de défense aérienne pour maintenir l'approvisionnement des batteries Patriot et des systèmes THAAD? La réponse est non, absolument pas. Parce qu'un autre élément ici, ce sont les restrictions chinoises sur les minéraux de terres rares. Certains d'entre eux entrent aussi dans la composition de ces systèmes de missiles. Donc il y a un déficit à ce niveau-là. Peuvent-ils déployer davantage d'avions de combat? Ils le pourraient. Pour faire quoi? Pour tenter de mener plus de frappes à l'intérieur de l'Iran et donner à l'Iran une plus grande chance de les abattre. Écoutez ce que nous savons de l'histoire, et je ne vais certainement pas apprendre cela à un professeur d'histoire comme vous, c'est qu'il n'existe pas un seul exemple où la puissance aérienne, à elle seule, a pu, pour ainsi dire, gagner une guerre. Il a toujours fallu déployer des troupes au sol. Certains diront, et Hiroshima et Nagasaki alors? On peut soutenir que la guerre touchait déjà à sa fin. Il y avait d'autres signes montrant que les Japonais étaient prêts à se rendre. Mais à part cela, le Vietnam, la Corée du Nord, le Japon, la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre d'Irak, la Seconde Guerre d'Irak, la Syrie, la puissance aérienne a ses limites. Et bien Gaza aussi. Regardez Gaza. Je veux dire, Israël a littéralement rasé l'endroit.
I mean, Israel has literally leveled the place, and yet it still can't get in there and control Et pourtant, ils ne parviennent toujours pas à y entrer et à contrôler le terrain, car le Hamas continue de se battre aux côtés du djihad islamique palestinien, le JP. Alors, qu'en est-il du déploiement de troupes? Eh bien, c'est hors de question. D'une part, je n'arrive même pas à imaginer comment ils pourraient mener une invasion terrestre, ni les lignes de communication qu'il faudrait pour soutenir une force terrestre de, disons, un demi-million d'hommes envahissant l'Iran. En plus, nous n'en avons pas vraiment autant en ce moment. La force totale de l'armée est d'environ 472 000 hommes dans le monde. Donc, il y a, vous savez, les extrêmes ultimes, lancer une attaque nucléaire. Mais je ne vois pas la Russie et la Chine rester les bras croisés en disant « Oh oui, pas de problème, laissez les Américains se défouler ». Donc je veux dire ce que nous allons voir d'ici 2 semaines, tout comme en juin dernier, c'est que les États-Unis et Israël vont être à court de carburant. Ils ne pourront pas soutenir le combat, alors que l'Iran, lui, le pourra. L'Iran sera capable de poursuivre les tirs de missiles et ces tirs proviennent de villes souterraines. Ils sont mobiles. Lorsqu'ils surgissent et se déplacent, les États-Unis ne peuvent pas simplement stationner un drone au-dessus et dire « D'accord, en voilà un maintenant, à ses coordonnées ». Nous n'avons même pas pu le faire avec les Houthis. Donc c'est bien plus difficile, bien plus complexe avec l'Iran. Que savons-nous jusqu'à présent des cibles qui ont été touchées en Iran? Combien de pertes ont-ils subies? Et à quel point cette première journée a-t-elle été difficile pour l'Iran? Ce n'est pas aussi grave que ça l'était le 14 juin. Tu sais, ils ont délibérément essayé de tuer Pojetsky et ont tenté de tuer Khamenei. Ils ont même attaqué la maison d'Ahmadinejad, l'ancien président. Certaines personnes ont été tuées, mais ce ne sont pas des pertes massives. Mais regarde comment l'Iran a réagi à ces pertes. Ils ne se sont pas effondrés. Je veux dire, l'attaque du 13 juin de l'année dernière était bien plus dévastatrice que cette première série d'aujourd'hui. Et tout ce qu'elle a fait, c'est renforcer la volonté de l'Iran de se battre. La dernière fois, ils ont limité leur combat à Israël. Ils n'ont pas touché aux bases militaires américaines avant la toute fin, quand ils ont conclu un accord avec les États-Unis, disant « D'accord, on vous laisse bombarder Fordo et Ispahan ». Et en échange de cela, nous avons pu larguer une bombe sur Al-Udeid. Et ensuite, tu sais, cela a mis fin à la bataille. Ils ont cessé d'attaquer Israël, et Israël a pu pousser un soupir de soulagement. Cela ne se reproduira pas cette fois-ci. Je pense qu'ils se rendent compte des mensonges, de la perfidie. Enfin, tu vois, je pense que tu connais le personnage de bande dessinée Charlie Brown et sa rivale Lucy. L'un des mèmes issus de ces dessins de Charles Schulz montrait Charlie essayant de tirer dans un ballon de football américain. Lucy tenait le ballon et disait « Allez Charlie, tire, je le tiens ». Et Charlie s'élançait pour frapper, mais elle retirait le ballon au dernier moment. Alors qu'il balançait sa jambe, il s'envolait dans les airs et retombait à plat sur son derrière. Eh bien, c'est ainsi que les États-Unis traitent l'Iran, comme si c'était Charlie Brown. Les États-Unis sont Lucy, mais une Lucy malveillante. Et souvenez-vous, en avril 2025, Steve Witkoff a négocié un accord. Il pensait avoir trouvé un terrain d'entente sur le niveau d'enrichissement que l'Iran pourrait poursuivre. Mais à son retour à Washington, D.C., en moins de 24 heures, il a dû faire marche arrière. Non, ça n'allait pas se faire. Puis, avançons jusqu'au 13 juin. La veille, le jeudi 12 juin, on disait « Hé, les Américains et les Iraniens vont s'asseoir lundi à Oman pour discuter. Un accord est proche. » Eh bien, ils ont ressorti exactement le même scénario. Lors des discussions de Genève, le jeudi, les Iraniens étaient plutôt optimistes à ce sujet.
And the Americans, at least Witkoff, they're saying, yeah, we had Et les Américains, du moins Witkoff, tu sais, ils disent « Oui, nous avons eu des discussions productives, il reste encore des détails à régler, mais tout le monde pensait que cela allait avancer et qu'ils continueraient à discuter. Ils n'avaient aucune intention de discuter. » Toute cette mascarade, ou je crois qu'en Europe on dit charade, selon laquelle les États-Unis seraient vraiment préoccupés par le fait que l'Iran cherche à obtenir une arme nucléaire, c'est ce qu'on est censé essayer d'empêcher. Si nous pouvons obtenir la garantie qu'ils ne construisent pas d'armes nucléaires, nous serons satisfaits. C'est du grand n'importe quoi. Nous voulons la mort de l'ayatollah. Nous voulons la mort des mollahs. Nous voulons ramener Pahlavi, le fils du Shah. Nous voulons un gouvernement que nous pouvons contrôler. Un gouvernement qui ne soit pas empêtré dans toutes ces absurdités religieuses auxquelles nous ne croyons pas. Eh bien, que voyez-vous se passer maintenant avec les États du Golfe? Parce qu'ils sont vraiment durement touchés en ce moment. Je veux dire, c'est là que se produisent la plupart des frappes dévastatrices. Bien sûr, il y en a eu beaucoup aussi en Iran. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, Bahreïn, ainsi que le Qatar et les Émirats arabes unis, les images sont assez saisissantes. Et nous voyons également d'autres cibles économiques importantes être touchées, comme le principal port des Émirats arabes unis. Tous ces sites économiques. Alors, comment ça va-t-il affecter la relation entre les États-Unis et les États du Golfe? Cela les rapprochera-t-il des États-Unis par besoin de protection? Ou bien les États-Unis seront-ils perçus davantage comme un handicap? Ou cela pourrait-il aller un peu dans les deux sens? Oui, en fait, je pense que ça va aller dans les deux sens. Peu avant de passer à l'antenne, j'ai vu que l'Arabie saoudite avait désormais déclaré la guerre à l'Iran. Donc, elle va se battre. D'accord, avec quoi? Avec quoi va-t-elle se battre? En faisant cela, elle va changer la donne. Car d'après ce que je comprends, jusqu'à présent, l'Iran ne visait que les installations militaires américaines à Prince Sultan. Mais si les Saoudiens déclarent la guerre à l'Iran, cela rend les champs pétrolifères totalement vulnérables. L'autre élément, ce sont les menaces venant d'Irak. Ali Sistani, un autre religieux musulman chiite, a déclaré que s'il y avait une attaque visant à tuer Khamenei, une fatwa serait prononcée contre les Américains. Et vous savez, franchement, beaucoup de ces États du Golfe sont vulnérables. Ils ont, vous savez, des populations musulmanes minoritaires ou des populations musulmanes chiites, dans la plupart d'entre eux, mais ils restent importants dans l'industrie pétrolière. Donc c'est, vous savez, que l'Iran a la capacité de vraiment nuire à ces régimes et de détruire, vous savez, en particulier Dubaï et Doha, les rêves qu'ils ont de construire ces lieux orientés vers l'Occident pour, disons-le gentiment, la déviance sexuelle. Donc cela, vous savez, ajoute une autre complication. Mais ils sont, vous savez, l'Iran est prêt à les affronter. Cette fois, il a l'Irak de son côté. Eh bien, quelle est selon vous l'issue finale pour les États-Unis dans cette situation? Est-ce la destruction de l'Iran, une transition démocratique? Je veux dire, comment voyez-vous les choses? Oui, c'est un changement de régime. C'est ce qu'ils ont dit dès le départ. Ils veulent un changement de régime. Il ne s'agit pas de les empêcher d'obtenir une arme nucléaire ou d'arrêter leur soutien au Hamas et au Hezbollah. Ils veulent effectivement qu'ils se désarment, qu'ils se débarrassent de ces missiles balistiques, parce que nous n'avons pas de moyens de les contrer. Et vous savez, l'Iran a enfin compris cela. Je ne les vois pas du tout relâcher la pression. Je pense qu'ils continueront à maintenir une pression importante. Donc l'objectif final initial des États-Unis était le changement de régime. Nous pensions pouvoir les frapper rapidement, leur infliger suffisamment de douleur pour qu'ils s'effondrent. Vous vous souvenez de Witkoff, il y a environ 6 jours, il était interviewé par Lara Trump sur Fox News, et il a dit en gros,
Qu'est-ce qu'ils ont, ces Iraniens? And he said, basically, what's with these Iranians? Why don't they? I'm not going to use the word capitulate, but we've deployed. Je ne vais pas employer le mot capituler, mais nous avons déployé toute cette force militaire. Pourquoi ne capitule-t-il pas? Il était sincèrement perplexe à ce sujet. Je veux dire, réfléchissez à quel point un tel commentaire est naïf et stupide. Cela montre qu'il ne comprend rien à la culture iranienne ni à l'histoire de l'Iran. L'Iran n'est pas une jeune nation récente. Ils se perçoivent comme une civilisation vieille de plusieurs siècles et ils ne sont pas prêts à se laisser malmener. Ils ont subi beaucoup d'abus de la part de l'Occident et aussi de la Russie et de la Chine. Si l'on remonte au JCPOA, la Russie et la Chine y ont adhéré pour faire pression sur l'Iran et depuis, leur position a complètement changé. Quant à l'avenir de l'Iran, eh bien, l'Iran a désormais un avenir économique prometteur. Mais je pense qu'il va utiliser ce conflit pour arracher aux États-Unis des concessions qu'il n'aurait autrement jamais obtenues. Mais comment comprendre ce qui se passe avec la marine américaine? L'Iran a-t-il essayé de l'attaquer ou n'y est-il simplement pas parvenu? Est-elle encore trop éloignée? Eh bien, d'après ce que je comprends, ils ont lancé des missiles sur l'Abraham Lincoln dans la mer d'Arabie. Je ne les vois pas tirer quoi que ce soit sur le Gerald Ford qui se trouve en Méditerranée, car celui-là est surtout là pour permettre aux avions de décoller et tenter d'abattre les drones et missiles entrants. C'est simplement une configuration défensive. Mais celui dont il faut davantage se préoccuper, celui qui a le potentiel de mener des attaques offensives à l'intérieur de l'Iran, c'est le groupe de navires, les destroyers, les croiseurs et le porte-avions Lincoln dans la mer d'Arabie. Et oui, je comprends que l'Iran a déjà tiré dessus. Nous n'avons pas encore de rapport indiquant ce qui a été touché ou non. Mais vous savez, j'ai du mal à imaginer, avec toute cette puissance de feu, qu'il n'y ait pas de perte américaine. Et donc, une fois que les officiers commenceront à aller informer les familles qu'elles ont perdu un proche, cela commencera à fuiter. Ensuite, la pression va monter sur Trump, qu'il a déclenché une guerre qui n'avait pas besoin d'être déclenchée. Il a déclenché une guerre alors que le pays était d'accord pour discuter de la fin de toute quête d'armes nucléaires. Désormais, si quelque chose, cette dernière attaque, va renforcer ceux, en Iran, qui ont toujours soutenu, nous devons avoir une bombe. Si nous avons une bombe, ils nous laisseront tranquilles. Regardez, ils ne s'en prennent pas à la Corée du Nord. Et cela ne me surprendrait pas du tout si l'ayatollah disait « Vous savez, je lève la fatwa. Désormais, nous obéirons à la volonté de Dieu en construisant une bombe pour sauver le peuple iranien. » Je peux voir les choses aller dans cette direction. Il n'y a pas de solution simple ou propre ici. Trump pariait qu'il pourrait forcer le guide suprême, Zarif et Arakchi, à quitter leurs fonctions et installer un pantin américain. Eh bien, cela n'arrivera pas. Cela a renforcé l'unité iranienne. Ils ont la volonté, la ténacité. Ils continueront à nous combattre jusqu'à notre épuisement, car nous serons les premiers à manquer de ressources du côté de la défense aérienne. Nous en manquerons, et alors les avions et tout le reste seront exposés. Il faut les retirer de la région, ce qui augmente encore les coûts. Cela devient stratégiquement très très difficile. J'ai parlé plus tôt avec Scott Ritter et il a donné l'impression que cela avait très mal commencé pour les États-Unis et qu'à ce stade, il semble que les États-Unis vont perdre cette bataille. Juste une dernière question. Comment voyez-vous les prochains jours, voire les prochaines semaines, se dérouler? Je veux dire, combien de temps cela peut-il durer? Eh bien, du point de vue de l'Iran, je pense que cela peut facilement durer 6 mois. Je veux dire, les États-Unis ne peuvent pas supporter cela.
Nous manquons tout simplement de la capacité de produire les missiles de défense aérienne qui seront essentiels pour nous permettre, pour ainsi dire, de rester dans la partie. Et déjà, comme vous l'avez souligné plus tôt, il semble que les Patriots aient échoué. Vous savez, ils se sont révélés inefficaces, ce qui correspond en quelque sorte à leur historique. Nous avons vu leur échec en Ukraine. Donc à présent, nous n'avons pas de système d'armes efficace, facile à produire, peu coûteux à utiliser et capable d'abattre efficacement les missiles balistiques ennemis. Et c'est la même chose pour la marine. La présence de la marine, ils vont atteindre un point où ils n'auront plus de missiles de défense aérienne dans leurs tubes et devront aller se réapprovisionner. Avant, ils pouvaient vendre à Bahreïn, à cette base navale, et ils faisaient le plein. Maintenant, ils doivent aller à Diego Garcia, qui se trouve à environ 3 jours de navigation au sud de la zone. Donc on descend vers le sud pendant 3 jours, puis on revient après 3 jours. Vous voyez, ça fait 6 jours pendant lesquels l'Iran n'a pas à se soucier d'attaques venant du sud. Et nous ne savons pas ce que l'Iran possède. Beaucoup d'embarcations navales qui peuvent aussi poser de sérieux problèmes aux États-Unis. Donc je pense, comme je l'ai dit, que nous allons assister à une guerre d'usure, puis à une pression croissante sur Trump pour qu'il y mette fin ou qu'il trouve un accord avec les Iraniens. Quoi qu'il en soit, je vois l'Iran sortir gagnant de cette situation. C'est tellement, en plus du fait que l'attaque n'a que très peu de sens en elle-même, la situation stratégique globale me paraît très confuse, car il semblait que l'idée principale issue de l'administration Trump était plutôt cohérente, à savoir que le moment unipolaire nous avait en quelque sorte épuisés. L'Empire était devenu une charge pour la République. Si nous nous retirions un peu d'Europe et du Moyen-Orient, nous pourrions alors nous concentrer sur l'hémisphère occidental et aller aussi en Asie pour contenir la Chine. Tout cela semblait logique, mais Trump, il a poursuivi la guerre contre la Russie en Europe et maintenant il commence une guerre avec l'Iran, dont il paraît très douteux qu'elle puisse être gagnée. L'ensemble de la stratégie n'a plus aucun sens. Je pensais que les États-Unis allaient se replier, reconstruire leur puissance et laisser les puissances eurasiennes s'équilibrer entre elles, ce qu'elles feraient probablement davantage si les États-Unis n'étaient pas présents. Mais rien de tout cela ne semble s'être produit. Oui, tout cela est parti en fumée. Est-ce Israël ou comment faut-il comprendre cela? Non, c'est Israël tient la barre. Israël est aux commandes. Cela revient à laisser Israël diriger la politique étrangère des États-Unis. Et encore une fois, c'est là que le contre-coup va commencer avec Donald Trump. Car malgré toutes ces affirmations selon lesquelles Israël était en danger, on verra que nous ne serions pas dans ce pétrin sans Israël. Déjà, les sondages d'opinion publique aux États-Unis montrent 41% de soutien aux Palestiniens et seulement 36% de soutien aux Israéliens, les sionistes. C'est un changement important. Cela évolue dans la mauvaise direction du point de vue de l'AIPAC et du lobby sioniste. Donc Trump va être affaibli par tout cela, considérablement affaibli. Et plus cela durera, quand nous aurons des sacs mortuaires de soldats, de marins, de marines qui rentreront au pays, la pression ne fera que croître encore et encore. Et vous savez, l'Iran est dans une position où il n'a aucune raison d'arrêter, parce qu'il a essayé la voie de la paix. Ils ont tenté de tendre la main aux États-Unis, ils ont essayé. Vous savez, ils ont signé le traité de non-prolifération. Ils ont accepté les inspections de l'AIA. Et malgré ce mensonge persistant et pernicieux, selon lequel il serait le principal sponsor du terrorisme, voici la véritable ironie. Les groupes qui ont été les plus grands sponsors du terrorisme, Al-Qaïda, l'État islamique, Hayat Tahrir al-Sham, l'ancien groupe du dirigeant actuel de la Syrie,
Eux, vous savez, Hayat Tahrir al-Sham, étaient responsables de la mort d'environ 300 à 400 personnes par an pendant plusieurs années consécutives. Le nombre total de morts causés par les groupes palestiniens liés à l'Iran de 2000 à 2024 s'élevait à environ 1500 personnes sur 24 ans. Voilà donc les groupes soi-disant liés à l'Iran. Et voici les États-Unis. Nous affirmons que l'une de nos principales missions au Moyen-Orient est de combattre le terrorisme. Mais ceux qui tuent réellement des gens, les vrais terroristes, sont ceux que nous soutenons et mettons en avant, comme Al-Sham en Syrie. Alors que l'Iran, depuis des années, depuis 2012, combattait aux côtés de Bachar el-Assad contre les mêmes extrémistes islamistes qui auraient attaqué l'Amérique en 2001. Et pourtant, que faisons-nous? Nous attaquons l'Iran. Ainsi, tout ce récit reste ancré dans l'esprit du public américain. Et la seule chose qui pourra nous en sortir, c'est si nous subissons une défaite qu'on ne peut pas dissimuler. Et cela touche à la question des dommages réputationnels. Vous savez, si on ne cesse de vous dire « Hey, tu vois ce type de l'autre côté de la rue? C'est un sacré combattant, c'est un boxeur professionnel, il vaut mieux l'éviter. » Et puis un jour, vous regardez dehors et vous voyez un gamin du voisinage et ce type est en train de menacer le gamin. Et puis, le gamin du voisin donne un coup de poing au type et le type s'enfuit et rentre chez lui. Tout à coup, sa réputation d'homme le plus fort et le plus redouté du quartier disparaît. Et c'est en partie ce que vous allez voir ici. On nous dit que les États-Unis ont la plus grande et la plus puissante armée de l'histoire du monde. Et, vous savez, après avoir essayé de frapper l'Iran de toute leur force, l'Iran est toujours debout et il riposte. Et les États-Unis ne peuvent pas les empêcher de riposter. C'est ce qui renforce la réputation de l'Iran. Quelqu'un s'est enfin dressé contre les États-Unis et les États-Unis n'ont pas pu les vaincre. Je pense que ce sera l'une des véritables conséquences de tout cela. C'est très dangereux pour l'USS Waldo, car cela perturbe sa position. Eh bien, merci d'avoir partagé votre point de vue à ce sujet. On pouvait voir cela venir de loin, mais c'est tout de même choquant que cette décision ait été prise. Je ne cesse de le répéter, cela n'a aucun sens. Je ne comprends pas comment cela peut être considéré comme un succès. Je veux dire, ils peuvent peut-être éliminer une grande partie de la direction, détruire une grande partie des infrastructures, neutraliser des éléments de l'armée. Mais au bout du compte, tout cela va aboutir à quoi? L'Iran sera toujours là. Ils deviendront de plus en plus puissants à l'avenir et ils seront très rancuniers. Et comme vous l'avez suggéré plus tôt, même la perspective d'une arme nucléaire ne semble plus si terrible, juste pour s'assurer que cela ne se reproduise pas. Oui, exactement. Oui, eh bien merci encore d'avoir pris le temps et j'espère te revoir bientôt. Oui, merci pour ce que vous faites. Vous essayez simplement de tenir les gens informés, car les médias traditionnels ne le font certainement pas. Vous, oui. Je sais que vous travaillez sans relâche là-dessus depuis ce matin. Alors merci pour ce que vous faites. Glenn Deason.